Dès qu'il eut franchi le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Vous savez, c'est au bout de 22 minutes dans Nosferatu de Murnau. On a l'employé du marchand de biens. Le marchand de biens, il s'appelle Knock. L'employé, c'est Hutter. Et Hutter va à la rencontre du comte Orlok. Comte Orlok, c'est le nom qu'ils ont donné à Dracula dans le film. Et d'abord, il passe une nuit dans une auberge. Tout le monde a très peur parce qu'il dit qu'il va voir le comte Orlok. Il va aller lui présenter la terre que veut acheter le comte Orlok. C'est ça sa mission. Et en fait, il part en calèche, et puis la calèche s'arrête à un moment. Et c'est à 22 minutes de film, je crois 21 minutes 20. Le problème, c'est qu'après, avec les cartons au début de film, on ne sait pas trop combien de temps il faut compter, quelque chose comme ça, 21 minutes de film. Et Hutter veut continuer pour aller au château du comte Orlok, et dans la carrosse, la carriole, on le fout dehors, ils ne veulent pas aller plus loin, c'est très dangereux. Et lui décide d'y aller, il part d'un bon pas, il part de l'autre côté, et là on a ce fameux carton qui est « Dès qu'il eut franchi le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre ». Dans le DVD d'aujourd'hui que j'ai regardé, ils écrivent autre chose. Ils écrivent « Dès qu'Hutter eut passé le pont, ses craintes ne tardèrent pas à se matérialiser ». En fait, comme d'habitude, il y a des espèces de bins sur la traduction. Et comme je ne suis pas germaniste, vous allez être épouvanté par mon accent quand je vais vous redire la phrase en allemand. C'est « Kaum hatte Hutter die Brücke überschritten, da ergriffen ihn die unheimlichen Gesichter, von denen mir oft erzählt hat ». Ça doit être horrible. Mais grosso modo, l'idée, c'est que l'ambiguïté, elle est sur qu'est-ce qui est venu à sa rencontre. Est-ce que c'est des fantômes ou est-ce que c'est des craintes qui te matérialisent? Et en fait, c'est des unheimlichen Gesichter. L'unheimlich, c'est le truc de l'inquiétante étrangeté. Gesicht, c'est à la fois visage, vision, image. Et en effet, c'est des sortes de visions dérangeantes, mais il y a quand même l'idée d'être derrière ça. Et c'est de quelque chose de vivant. Des visions vivantes, inquiétantes, quelque chose qui est quand même de l'ordre du basculement dans le fantastique. Le film bascule à ce moment-là dans le fantastique. On est jusque-là, c'était juste un espèce de mec, Hutter, qui va proposer une maison. Et là, on bascule dans le fantastique. On a l'idée qu'une fois qu'il passe le pont, là, c'est toute autre chose qui se passe. Et dans l'image de Murnau, l'image qui suit est en négatif. Non seulement elle est en accéléré, mais en plus elle est en négatif. Et donc, ce qu'il met en scène, c'est, d'une certaine façon, c'est la complicité ou la convergence entre le matériau cinématographique et le sujet qui est traité, qui est l'occulte. Et c'est pourquoi Nosferatu a quelque chose de très, très, très singulier. C'est qu'il opère la jonction, en fait, entre deux sections distinctes. Enfin, c'est le moment de basculement entre l'occultisme théorique et l'occultisme pratique. Et si vous voulez, c'est comme si la fameuse deuxième phase des temps modernes, selon Guénon, la première phase est une phase de matérialisation, de concrétisation. C'est la phase qui passe par l'humanisme, les lumières, le rationalisme, le matérialisme. Et il y a une deuxième phase qui est une phase de dislocation qui passe par les occultismes, par le théosophisme, par le spiritisme, par tous ces éléments-là. Et c'est comme si cette deuxième phase elle-même, elle était aussi en deux temps. Et il y avait un temps de préparation théorique qui aurait été le temps, surtout 19e siècle, mais qui démarre grosso modo au 18e siècle. C'est le temps où on va avoir toutes ces figures. Au 19e, ça va être Eliphas Lévy, inventeur véritablement de philosophie occulte, ou occultisme plutôt, occultisme, Papus, tous ces types-là. Et ça va jusqu'au 20e siècle. Et au 20e siècle, les années 20, entre 21 et 22, il y a ce film qui s'appelle Nosferatu. Et là, l'occultisme, ça devient du concret. Ça devient une opération réelle, c'est-à-dire que les images inquiétantes sont matérialisées. Et c'est pas juste une vue de l'esprit. C'était dans le programme. On s'est
il y a plein de choses qui nous manquent pour comprendre tout ça. De Murnau, on ne sait même pas tant de choses que ça. On sait qu'il s'appelait Friedrich Plump. Il est né en Westphalie à la fin du 19e siècle. Il a fait 7 films avant Nosferatu qu'on a tous perdus. Et dans son travail de cinéaste, il a rencontré un type qui s'appelle Albin Grau. Albin Grau était un décorateur. Il faisait aussi les costumes, une sorte de designer de cinéma, je sais pas quoi. À l'époque, il n'y avait pas trop ça, les DA, mais un truc de sorte de directeur artistique. Et il veut faire de la production. Et derrière Nosferatu, il n'y a pas seulement Murnau et tout ce que Murnau a de très curieux en tant qu'explorateur et découvreur de toutes les possibilités de la lumière, du cinéma, des images, de tout ce qu'elle raconte. Mais il y a aussi derrière des volontés conscientes de passer à la pratique de l'occulte. Et il y a ce type Albin Grau, et Albin Grau, c'est quand même un peu son bébé, Nosferatu. C'est-à-dire que ça va pas seulement être le décorateur, ça va pas seulement être le type qui va dessiner même la figure de Nosferatu, enfin du Nosferatu, du comte Orlok. Ça va être le producteur aussi, il va créer une société, Prana Film, pour faire ça. Et c'est un type qui était dans une loge bizarre allemande, la loge des pansophistes. Cette loge-là était tenue par un type qui s'appelle, je regarde quand même mes notes là-dessus parce que je ne suis pas si clair avec ça, un mec qui s'appelle Heinrich Stranker. Heinrich Stranker, c'était aussi un membre de l'OTO, qui est donc l'espèce de société des sociétés secrètes. Et donc, il y a tout un univers derrière, post-rosicrucien, tout un univers de lecteurs, d'Eliphas Lévy, de types qui travaillent sur ces trucs-là, pour préparer un film comme Nosferatu, et un type comme Albin Grau, il l'a annoncé comme le premier film véritablement occulte. Donc c'était ça son projet, c'était qu'avec Murnau et avec une troisième personne très importante, le scénariste Henrik Galeen. Henrik Galeen, il avait déjà écrit le scénario de l'adaptation du Golem, et il va réaliser L'étudiant de Prague et La Mandragore. Avec Galeen et avec Grau, Murnau va créer quelque chose qui est une opération de dévoilement de ce qui est en train de se passer concrètement. C'est une opération de dévoilement. C'est pas en soi une opération occulte, c'est presque l'inverse. Ça, c'est la dimension poétique. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vient véritablement de Murnau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on montre l'occulte, à partir du moment où on le met à la lumière, est-ce qu'il est encore occulte ? Pas évident. Donc, il y a tout cet univers de sociétés secrètes, ces éléments qui sont partout dans le film. Vous voyez... Quand Knock, il écrit avec le comte Orlok, ils écrivent en langage énochien. Le langage énochien, c'était le langage de John Dee, c'était celui qu'on utilisait dans la Golden Dawn. Quand on regarde sur les murs du docteur Buller, il y a un portrait de Paracels. On retrouve énormément d'éléments comme ça. Non, je dis des conneries, c'est pas un portrait de Paracels. C'est lui qui est dessiné à partir d'un portrait de Paracels. Il est conçu comme ça. Albin Grau, pour travailler même la forme du comte Orlok, il s'inspire des dessins de Hugo Steiner Prague, qui avait illustré le Golem de Gustav Meyrink. Tout cet univers-là est derrière le Nosferatu, et derrière ce film-là. Mais ça recoupe, on va dire, le background du film, pas véritablement sa signification et ce vers quoi il ouvre. Ce qui se passe à ce moment-là, dans le film, le moment où on passe le pont, le moment où on va vers les visions dérangeantes, le moment où on rentre à la rencontre des visions dérangeantes, il y a aussi quelque chose qu'il faut se dire, c'est comme si l'être humain changeait et que le personnage de Hutter, qui est un personnage qui est gras, bruyant. Il mange, je crois, 3 fois dans la première demi-heure. Il est tout le temps en train de se marrer, il est super agité. Il va laisser place au comte Orlok. Et c'est comme si eux-mêmes étaient comme des sortes de représentations symboliques du passage, d'une phase de solidification, du passage du matérialisme à l'occultisme. C'est les deux phases de même être. Et de toute façon, tout le long du film, il y a des échos et des systèmes de double
qui essaye de faire renvoyer sans cesse le personnage de Hutter et le personnage de Hurlock face à face. Peut-être qu'il faut quand même dire 2 mots sur le fait que le film est une sorte de vampirisation lui-même d'un grand roman qui est le Dracula de Bram Stoker. Et derrière tout ça, il y a la façon dont ils... Enfin, c'est inexcusable. Ils ont volé ils n'ont pas voulu payer de droit à Florence Stoker. Le film a failli crever à cause de ça. Elle avait demandé à faire brûler la veuve de Bram Stoker avait demandé à faire brûler toutes les copies. Une a été conservée. Et du coup, on a quand même le film, tant mieux. Mais c'était vraiment con de vouloir faire ça comme des petits voyous, à simplement changer quelques noms et tout ça. Mais ils ont voulu changer le sens aussi du Dracula. Parce que les modifications qui sont mises sur le Dracula sont fondamentales. Et elles changent complètement le regard qu'on peut avoir sur la question qui est en jeu, qui est la question de qu'est-ce que c'est le vampire ? Pourquoi à un moment, tout le monde a commencé à avoir des vampires ? Si vous vous souvenez, Dracula de Bram Stoker, c'est un roman de la deuxième moitié du 19e siècle. Il y avait déjà eu plusieurs fictions avec des vampires. La première célèbre, c'est le vampire de John Polidori. John Polidori, c'était le médecin de Lord Byron. Il a écrit ça quand ils ont fait leur espèce de séjour à Genève. À côté, Mary Shelley a écrit Frankenstein. On sait que les 2 grandes figures de ce que vont être, on va dire, les terreurs de la modernité, le vampire et le savant fou, apparaissent au même moment. Et tout ça, c'est le début du 19e siècle. Et tout ça, c'est lié à un changement notable de configuration, lié à la manière, on va dire, dont la transmission, le système de transmission est en train de s'inverser. Et ça arrive au XIXe siècle, mais en fait, des vampires, on en voit tout le long du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est vraiment le siècle des vampires. Là, il y en a partout. Le terme apparaît au XVIIIe siècle, il n'y en avait jamais eu avant, en tout cas de vampires en tant que tels, mais tout le monde commence à avoir peur des vampires. Il y a des tonnes de types qui écrivent des traités pour les reconnaître, pour les chasser. On en fait mention à peu près partout. C'est pas juste un personnage de fiction, c'est quand même quelque chose qui apparaît dans les folklores, essentiellement Europe de l'Est, Europe centrale, mais on en trouve même ailleurs. Et ça, c'est au XVIIIe siècle, c'est-à-dire très précisément en même temps que le siècle des Lumières et en amont de la grande révolution industrielle qui va changer totalement la relation à la transmission. Le vampire, s'il y a eu cette focalisation sur le vampire, et elle a pas cessé parce qu'aujourd'hui encore, elle continue. On a beaucoup de fiction sur les vampires. C'est pas demain que ça va s'arrêter. C'est que ça correspond à quelque chose que tout le monde vit profondément dans sa chair. Et que c'est vrai à plusieurs niveaux. Et je pense qu'un mythe ne se crée pas s'il n'a pas ses équivalences dans les différentes sphères de l'existence humaine. S'il n'y a pas une relation politique, une relation métaphysique, une relation à l'affectif, une relation au domaine amoureux, une relation au domaine familial, enfin l'ensemble du spectre de ce qu'un individu va parcourir dans sa vie doit être comme concrétisé dans cette figure-là. Et à ce moment-là, elle prend vraiment du sens. Et le vampire prend vraiment du sens parce que, grosso modo, ça vient à un moment où, révolution industrielle faisant, et on rentre dans une société, un monde où les jeunes en sauront toujours plus que les anciens sur comment on bosse. Fondamentalement, c'est ça. Les vieux vont être paumés par rapport à ça. Les transformations techniques vont beaucoup trop vite. Et de toute façon, ça va aller de plus en plus vite, et on le sent. C'est pour ça que le 19e siècle est rempli de ça. Si vous avez les mouvements d'avant-garde qui commencent au 19e siècle, comme l'Athénaeum, au début du 19e siècle, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est des jeunes qui se disent ce monde change si vite, c'est pas sûr que la génération précédente va pouvoir nous aider. Je crois pas.
Mais elle est là pour durer. Et donc, comment elle va pouvoir se repayer sur la tête des jeunes? Le vampire. Il va falloir trouver une autre manière de tenir la génération suivante. Puisqu'on ne peut plus rien lui apporter, on va être obligé de commencer à le lui enlever. Et donc, inégalité sociale croissante, hey, ça joue aussi beaucoup. Un type qui n'était pas loin d'avoir compris ce truc-là, et c'est fou, parce que vraiment, j'aurais jamais imaginé ça de lui. C'est Voltaire. Très curieusement, Voltaire, dans un espèce d'article assez agaçant, extrêmement sceptique, ironique, comme d'habitude, à se foutre de la gueule de tout le monde, il a presque compris vraiment la signification du phénomène. À l'envers, c'est très intéressant, il dit ça. On n'entendait pas parler de vampires à Londres ni même à Paris. J'avoue que dans ces deux villes, il y eut des agioteurs, des traitants, des gens d'affaires qui sucèrent en plein jour le sang du peuple, mais ils n'étaient pas morts, quoique corrompus. Il n'est pas loin du truc. Les vampires, c'est ces types-là. Les vampires, c'est ces types-là à un niveau politique, à un niveau social, bien sûr. Il y a tout ce truc-là. Et après, il y a comment ça se transfère au niveau intime. Et c'est là où ça devient extrêmement problématique. Et c'est là où un roman comme le Dracula de Bram Stoker, qui est un chef-d'œuvre, je vous l'accorde, très très beau, magnifique, en même temps qu'il dresse le patron de la question, qu'il écrit pour la première fois, enfin, qu'il écrit le grand récit qui va être repris un milliard de fois, films, pièces de théâtre, etc. Enfin, le patron de l'histoire, quoi, le gros synopsis de l'histoire de Dracula. En même temps, il amène un trouble. Parce que dans sa vision de Dracula, il commence à amener quelque chose qui va être très insidieux, et c'est ça que le film de Murnau, le Nosferatu, contre lequel, d'une certaine façon, il va essayer de mettre un peu de lumière, c'est qu'il présente Dracula comme quelqu'un de très séduisant. Et c'est ça, c'est toute l'histoire. En même temps, on ne peut pas enlever le fait que c'est comme ça que les vampires sont perçus. L'idée, c'est ça. Dans le Dracula de Bram Stoker, le personnage de Dracula, il a une espèce de longue moustache noire. Bon, peut-être aujourd'hui, ça fait rien, mais alors dans le roman, ça a l'air d'être super sexy. Et puis les longs cheveux noirs. Et il y a un truc, c'est la séduction du vampire. Ça, le film de Murnau, clac, il te montre le vrai visage de ce que c'est qu'un vampire. Le truc, le mal vivant, le mal mort, le mal né, le mal vivant. Je ne sais pas comment dire ça. Quelque chose qui est encore là alors qu'il ne devrait presque plus l'être. Il est à mi-chemin du fantôme, en effet, et du vampire à ce niveau-là. Il est plus tenu du côté de la mort que du côté de la vie érotique. Tandis que la plupart des versions du Dracula, même d'une certaine façon le Bela Lugosi de Todd Browning, évidemment celui de Coppola, vont être dans une hyper-érotisation du personnage du vampire. Et là, on est dans le vrai mystère, c'est-à-dire qu'on a compris que le vampire, grosso modo, c'était plutôt pas notre copain, quoi. Hein, c'est pas plutôt là une version très très clairement inscrite du maître de mort. Mais il inscrit dans ce truc-là, à un niveau affectif, à un niveau intime, un système de séduction. Et donc, en fait, on se retrouve avec... vous connaissez la phrase de Bukowski, find what you love and let it kill you, quelque chose comme ça. Trouvez ce que vous aimez, laissez-le le tuer. C'est l'inverse. Trouvez ce qui pourrait vous tuer et essayez de l'aimer. Et essayez de vous convaincre que c'est ça que vous aimez. C'est ça la thématique. C'est ça le problème. En fait, c'est pourquoi est-ce que dans un monde qui déjà nous broie, nous met en miettes, nous manipule, nous suce le sang, il faut qu'en plus, dans notre vie affective, on reproduise ce truc-là. C'est ça l'idée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans la relation, pas de mariage arrangé, hein, même pas d'amour conjugal, de l'amour extra-conjugal. C'est que ça va s'inscrire dans les élans du cœur, la passion. C'est là-dedans où on va reproduire, en fait, toute la saloperie du monde. Encore plus que dans le mariage bobonne, quoi, pantoufle. Celui-là, il craint, il n'y a pas de doute. Mais ça, on savait déjà. Il n'y avait pas besoin qu'on ne l'explique. Il fallait vraiment être con, sinon. Bon.
Par contre, que dans l'autre, que dans celui qui vient absolument des élans du cœur, que dans celui qui, comment dire, dans lequel on va mettre ce qu'on a de meilleur, ce soit la même chose qui s'y produise, ça c'est autre chose, ça c'est très bizarre. Et qu'en plus ce ne soit pas seulement qu'on se jette dans les bras de la personne qui peut nous tuer, c'est qu'elle nous transmet son mal et c'est qu'on devient comme ça à notre tour. Et donc c'est la question de la transmission comme une peste du mauvais amour. C'est ça l'histoire. C'est ça le problème. C'est ça dont ça va parler. Dans Nosferatu, il y a plusieurs donc, changements qui sont opérés par rapport au texte de Stoker. Donc, le premier, le plus énorme, c'est quand même la gueule du vampire. Ça, il n'y a pas à chier. Là, il a mis le golem quoi, à la place. Il a montré le golem. Il fait vraiment peur, Max Schreck. Et après, il y a plusieurs autres éléments. Il y a la peste, vraiment, ce truc-là, terrible. Et puis il y a le sacrifice de la jeune fille. Hélène, elle va mourir pour que le vampire disparaisse. Et ça a plu tellement qu'ils l'ont remis aussi dans les Dracula, du coup. C'était mieux que la fin de Bram Stoker avec Harker et qui se marient, hein, c'est sûr. C'est plus fort. Et c'est un truc très très spécial. Et ça, je pense que c'est une sorte de prémonition ou de prophétie de Murnau par rapport à la forme qui est employée et la manière dont elle est... la forme qui est employée, le cinéma. Il faudrait que j'arrête de mettre toujours le sujet de ma phrase dans la phrase suivante. Par rapport au cinéma et par rapport aux actrices. Le sacrifice de la jeune fille, c'est le secret de Polichinelle de toute l'histoire du cinéma. Hein. C'est des histoires d'actrices qui se sacrifient. Ou des histoires de personnages féminins aussi qui sont comme des personnages de sacrifiés. Mais c'est surtout les stars. Et donc, avec le personnage d'Hélène, et qui va, grosso modo, accepter de tenir le Nosferatu, de tenir Orlok dans ses bras toute une nuit, qui va se donner à lui pour que, grosso modo, il disparaisse et que la peste cesse. C'est les figures de ces stars qui vont traverser les films comme des saintes de l'abîme, dirait Nerval. Toutes ces actrices dont on sait à quel point elles vont payer cher l'intervention quasiment de type épiphanique, divine, qu'elles feront à travers le cinéma, toutes ces stars, Rita Hayworth, Jane Tierney, Marilyn Monroe, tout ça. C'est inscrit dans ce film. Elles vont, grosso modo, essayer de se sacrifier pour que cette machine ne soit pas une machine de mort. Elles vont payer pour que le soleil revienne. Comme il y a une articulation parfaite entre la forme cinéma chez Murnau et le sujet, il faut l'explorer comme un diamant sous toutes ses formes, cette idée-là. Ce sacrifice de jeune fille et aussi cette forme du cinéma qu'il faut toujours plus ou moins sauver de son caractère potentiellement funeste. On pourrait dire ça de chaque médium, c'est vrai, oui. On pourrait dire ça de chaque médium artistique. Mais bon, grosso modo, Murnau, il arrive et il fait le premier acte véritablement de pur poète par rapport à un film. Il va condenser tout ce que le cinéma peut avoir de plus occulte, il va les réunir, le densifier, et derrière, il va mettre la lumière dessus, exactement comme un poète. Il faut prendre ça exactement comme le geste de Nerval ou le geste d'Artaud. C'est exactement le même de toute façon. Ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient révéler la dimension occulte qui est en œuvre dans la vie, dans l'histoire, dans le monde. Il ne vient pas rajouter de l'occulte à l'occulte. Il vient désocculter l'occulte qui est déjà là. C'est tous les marchands de biens qui écrivent en langage énochien. C'est tous les propriétaires terriens qui sont des vampires.
Et c'est toutes les relations de mauvais amour qui se transforment en relations vampiriques et qui se transmettent l'une à l'autre. C'est très intéressant. Le film démarre, si vous vous souvenez, par un plan de Uther devant un miroir. Il est en train de se regarder, il a toujours sa tête d'abruti. Et après, il va donner des fleurs à Hélène. Et Hélène ne voit qu'une seule chose, c'est que les fleurs sont mortes. Ça, c'est le tout début du film. Ça n'a aucun rapport avec le reste, a priori. Le fait que quand Uther cueille des fleurs, il les ramène et elles sont mortes. Mais ça raconte quelque chose de... Le fait que Uther est déjà potentiellement Orlok. Que toute l'histoire, en fait, que tout ce qu'ils ont vu, Galine, Gros et Murnau, je ne sais pas si Stoker l'avait vu, peut-être qu'il l'avait vu, je ne suis pas sûr. C'est que c'est une seule et même personne, Uther et Orlok. Ou en tout cas, disons, la question de la différence des identités est secondaire. Voilà. Grosso modo, de toute façon, à partir du moment où Orlok a mordu Uther, il lui a transmis son mal. Donc de toute façon, c'est fait, c'est réglé. Et c'est la phrase qui est dans Blue Velvet de Lynch, vous savez, que dit le personnage d'Isabella Rossellini, Dorothy. He put his disease in me. Il a mis sa maladie en moi. Le vampire, il met toujours sa maladie en vous. Et après, vous la transmettez. C'est toujours cette histoire-là. Et c'est... chez Murnau, c'est encore retenu par le sacrifice de Hélène. C'est intéressant, c'est que par contre, pour Murnau, c'était foutu, hein, puisque lui, il va mourir à 42 ans. On a l'impression de toute façon que sa vie, c'est un compte à rebours. Il fuit. Après Nosferatu, il fait parmi les plus grands films de son époque, hein, Le Dernier des Hommes, hallucinant, Tartuffe, magnifique, Faust, L'Aurore. Il part aux États-Unis, fait L'Aurore. Là, il rencontre Robert Flaherty. Il se dit, je vais trouver mon salut à Tahiti. Je vais partir le plus loin possible dans les îles. Par là-bas, il installe sa société sur des terres qui sont des terres maudites. Tabou. Il fait le film Tabou. Il revient pour le montrer aux États-Unis. Là, il paraît, il y a plein de théories différentes. C'est toujours des histoires très obscures, mais il paraît grosso modo qu'il a... Ça, c'est dans le livre de Lotte Eisner qu'elle dit ça. Hein. Donc, c'est une autorité, le livre de Lotte Eisner. Et elle dit qu'il avait vu une voyante et qu'elle lui avait déconseillé de prendre une route. Alors, il a pris une autre route. Et cette autre route, c'est comme la mort à Samarcande. Hein. Il meurt quand même. Hein. Voilà. Donc pour lui, c'était réglé. Et pour la thématique qu'il voulait développer, pour ce qu'il voulait montrer, pour ce dont il voulait parler, ça n'a pas loupé, ça a pris. Mais ça a pris du sens négatif, c'est-à-dire que la peste s'est pas arrêtée, le vampire, ça s'est pas arrêté. Et du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant de voir le film que va faire Herzog. Parce que si, on peut dire déjà, en plus, dans Nosferatu, il y a, on va dire, une vampirisation de Dracula, et puis de tableaux aussi, parce que tous les plans sont comme des souvenirs de toile, de Bocklin, tout ça. Autre technique complètement que Fritz Lang, qui lui reprenait les tableaux, étudiait les lumières, essayait de les reproduire. L'idée de Murnau, c'est que c'était juste dans le souvenir, toujours dans le souvenir. Et Herzog va faire un Nosferatu, et là, ça va être très simple, il va essayer d'être le plus près de l'original pendant grosso modo les 4/5 du film. Et le dernier 5e, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut montrer, c'est un truc très très sombre. C'est que dedans, le personnage de la jeune fille se sacrifie en effet pour que le Nosferatu disparaisse à la tombée du jour, et elle réussit, le personnage du comte Orlok. Enfin, là-dedans, il a repris son nom de Dracula. Mais il a toujours la gueule de Max Schreck, joué par Klaus Kinski. Se recroqueville sur le sol et meurt comme un petit animal. Mais c'est Jonathan Harker qui va continuer le boulot. La peste va continuer de plus belle, beaucoup plus forte encore. Les problèmes n'ont pas été réglés. Le sacrifice de la jeune fille ne suffisait pas. Et donc, je voulais vous parler de Nosferatu chez Murnau. Je voulais aussi vous évoquer un peu Herzog parce que, on parle de la jeune fille depuis tout à l'heure et je pense que vous savez qu'on va parler de Buffy.
Donc, enfin, j'espère que vous savez. Nosferatu est omniprésent dans Buffy. D'abord, le premier Big Bad de la série est dessiné comme le Nosferatu. Et il s'appelle le Maître. Le Maître, c'est le nom que Knock, dans Nosferatu, donne au compteur Locke. The Master, le Maître. Derrière ça, on entend évidemment déjà annoncé dans le film de Murnau la phrase de Ceylan, la mort est un maître qui vient d'Allemagne. Hein? Mais aussi, on voit tout ce qu'il y a de l'ordre du magistère dans le vampire. Le vampire, c'est toujours le maître. C'est toujours le maître de nos désirs. Il est maître de nos vies, maître de nos morts, maître de nos désirs. Il maîtrise. Bref. Et dans Buffy, il y a beaucoup d'éléments qui vont jouer. Et en tout cas, il va y avoir le fait que, bien sûr, le personnage de la jeune fille, cette fois-ci, ne va pas se laisser tuer. Mais malgré tout, ça loupe pas. Toute la section affective est délimitée par l'être vampire du boyfriend. Ça loupe pas. Et ce qui est intéressant, ce qui complique ce que je vous disais tout à l'heure, et ce qui rentre dans la même thématique, mais qui complique le truc, c'est que, grosso modo, Buffy, elle a 3 petits amis. Elle a Angel, elle a Spike au milieu, elle a une espèce de con qui s'appelle Riley et qui, lui, n'est pas un vampire. Et c'est bien pire, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à cesser d'être une bonne tueuse. Donc elle est une bonne tueuse que quand elle a un boyfriend qui est un vampire avec soit une âme, soit une puce. Mais grosso modo, ça va être de ce côté-là et ça va être en maîtrisant, grosso modo, la pulsion qui l'emmène vers le vampire, qu'elle peut nourrir son activité de guerrière. Et ça, c'est très compliqué parce que ça, c'est toute la question de à quoi sert un amour quand on est un guerrier ? C'est un truc qui devrait nous intéresser. À quoi sert, comment on gère ce truc-là ? Dans toutes les histoires de chevalerie, il y a toujours la question de l'amour. Et la question de l'amour, il doit toujours être géré avec des amours qui ne sont vraiment pas des amours domestiques. Donc, des trucs, grosso modo, qui potentiellement peuvent nous tuer, mais où là, eh ben, on arrive à tenir. On arrive à les contrer. Il y a un autre point qui est important par rapport à Buffy contre les vampires, c'est que ça règle le problème qui est dans le Dracula d'origine. Ça, Murnau, il y met même pas les pieds. Je pense que, à mon avis, ça doit le gêner. Et puis, peut-être que ça l'intéresse pas. Et surtout, par rapport à son propre destin de bohémien chic ou d'éternel errant, ça peut pas lui plaire. C'est la question des gitans. Dans le Dracula de Bram Stoker, les gitans ont un sale putain de rôle. C'est dégoûtant. Enfin, moi, ça m'énerve. D'abord, la rencontre entre Jonathan Harker et Dracula, donc le récit de départ, se passe la nuit de la Saint-Georges. La nuit de la Saint-Georges, c'est une fête qui est très importante. Pas seulement pour les gitans, dans les Balkans, dans le monde méditerranéen aussi, la fête de la Saint-Georges, c'est Ederlésie. Vous l'avez peut-être entendu déjà dans les chansons Ederlésie. C'est la fête chez les gitans, c'est la fête de tous les gitans. Mais dans le monde musulman, c'est aussi la fête du Khezr. La fête du Khezr, oui. C'est Ederlésie, en fait, c'est Élie et le Khezr. Donc c'est aussi la fête d'Élie et c'est la fête du Khezr. Et c'est pas pour rien qu'ils ont utilisé ce truc-là. Mais le problème, c'est que notre ami, là, cette nuit, quand la cloche sonne minuit, tout le mal du monde est maître de la terre. Dire ça de la Saint-Georges, quand on va voir ce qui va arriver aux gitans après, putain, on est à la fin du 19e siècle, c'est pas cool. Et les gitans, tout le long, ils sont autour de Dracula. C'est comme une espèce de compréhension à l'envers du phénomène. Parce que Dracula, c'est un propriétaire terrien.
Hello, les gitans, ils n'ont rien. C'est juste des nomades. En fait, c'est comme si l'évidence était trop difficile à assumer tout de suite. Et donc, du coup, elle apparaît sous son contraire. Et donc, tout ce que Bram Stoker peut voir d'atroce dans la propriété, il doit lui associer ceux qui sont précisément ceux à qui rien n'est propre. Mais tout le long du Dracula, on voit les gitans revenir et toujours entourés comme si c'était aussi une sorte de tribu plus ou moins protégée par le maître. C'est assez affreux de voir ça. Qu'à la fin, quand nos héros là, réussissent à tuer Dracula, et les gitans partent tous en courant. Donc ça, c'est pas du tout dans le Nosferatu. Ni de Murnau. Et dans Herzog, on revoit les gitans, mais toujours comme en arrière-fond, et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais dans Buffy, les gitans reviennent. Dans Buffy, les gitans reviennent. Puisque ce sont les gitans qui inscrivent une âme à l'intérieur du vampire. On peut dire que c'est ça, c'est en fait ça ce qu'ils font. Ils réussissent à mettre une âme dans le cœur des vampires, et le vampire à ce moment-là se rend compte du mal qu'il faisait jusqu'à présent et du mal en fait que potentiellement il peut toujours faire. Donc en fait, ils lui font faire une sorte d'autocritique, je sais pas, un truc comme ça, grosso modo, le culpabilisent peut-être. Et grosso modo, ils injectent le doute dans le bien fondé de ces pratiques vampiriques. Et avec ça, on peut avoir une idée aussi de, grosso modo, ça c'est aussi la fonction poétique des grands cinéastes comme Murnau. On peut voir ça comme ça aussi. Il injecte une âme dans le matériau lui-même. Lorsqu'il voit commencer à apparaître ces images dérangeantes, lorsqu'on voit apparaître ces images dérangeantes, et ça va aller très très vite, et on va très vite se retrouver dans un monde qui est le monde de l'audiovisuel. Bon, c'est pas nouveau, on le sait, mais ça va tout changer. Et ça va faire, grosso modo, ça va occuper la part de notre esprit qui se confond avec le monde de notre âme, puisque ça joue sur les images et que le monde de l'âme est un monde d'images. Donc le rôle du cinéma, il est très clair. Il fonctionne comme une sorte de théâtre de mémoire. Il fonctionne comme une sorte de cabinet de curiosité. Il fonctionne comme un activateur d'images. Donc ce qu'il va produire, ce sont les images qui vont qui vont sur notre âme projeter la signification symbolique de ce que nous vivons dans notre vie. Et donc ils sont comme si on peut dire que notre vie pour nous est un livre fermé, ils sont le visage ouvert de ce livre fermé. Ou en tout cas, ils commencent à nous donner le sens du livre de notre vie. Et si on n'y injecte pas cet élément poétique que va injecter Murnau, à savoir toujours mettre la lumière sur ce qui est occulte, alors ça va redoubler notre misère. Mais si on fait l'acte de Murnau, grosso modo, si on injecte une âme dans les images, alors peut-être qu'on peut commencer à cesser d'agir en vampire. C'est plus ou moins l'idée. C'est ça, l'idée. L'idée que nous sommes passés de la guerre des principes à la guerre de l'âme. Merci.